Donc, pour vous les petits physiciens, au menu de cette vidéo du chapitre numéro 6, le TP19, sur la catastrophe du 26 décembre 2004, c'est-à-dire le séisme de Sumatra et le tsunami de Phuket, et bien sûr, du point de vue physique, la notion d'onde. Donc, on prend son e-magazine du chapitre 6 sur les ondes mécaniques à la page 4. Avant de démarrer l'activité, vous allez regarder les deux vidéos sur la définition de ce qu'est une onde mécanique progressive et également la vidéo qui explique ce que sont des ondes transversales ou longitudinales. Et après, on se retrouve ensemble pour faire l'activité expérimentale. Et des ondes, la définition de ce que c'est qu'une onde, à travers la catastrophe du 26 décembre 2004. Lendemain de Noël, votre premier Noël pour une grande partie d'entre vous, je crois. Donc en fin de compte, il y a eu ce 26 décembre 2004, dans la nuit, un tremblement de terre dans la croûte terrestre au large des îles de Sumatra, donc sous la croûte océanique, en dessous de l'océan Indien, par ici. Ce tremblement de terre, qui correspond à une perturbation de la croûte terrestre, ici à une trentaine de kilomètres sous la surface de la croûte terrestre, cette perturbation, qui a eu lieu à 0h58, s'est propagée à travers la croûte terrestre, c'est ce qu'on appelle une onde sismique de type S, et a atteint 8 secondes plus tard l'épicentre, donc le point où a lieu le tremblement de terre à la surface de la Terre. Et ce tremblement de terre au niveau de la croûte océanique a créé un tsunami qui s'est propagé sur l'océan Indien et a atteint les côtes de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka, mais que l'on a ressenti jusqu'à l'île de la Réunion. Alors, petite remarque, à l'époque, il n'existait pas d'alerte tsunami, chose qui a évolué depuis. Donc il y a tout un principe de balise, de bouée à la surface de l'océan Indien qui détectent les moindres vagues et permettent de prédire les risques de tsunami. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va modéliser de façon numérique cette catastrophe à l'aide du logiciel MU, à l'aide de la programmation Python. Donc vous ouvrez votre logiciel MU. Voilà. Vous allez ouvrir le programme TP16 séisme-sumatra.txt. Vous sélectionnez l'ensemble du programme, CTRL A, vous copiez, CTRL C, et sur Python, vous supprimez tout ce qui est écrit à l'écran et vous collez CTRL V. Donc vous avez tout votre programme qui est apparu. Alors on va le lancer pour voir s'il fonctionne. Voilà, il vous demande de l'enregistrer quelque part. Hop. Moi je l'enregistre sur mon bureau. Et je lui donne un nom, séisme. Voilà. Save. Et il va se lancer. Alors, en effet, il y a une fenêtre, on n'a pas de message comme quoi ça bug, on voit ici que le temps défile, mais il n'y a rien qui se passe. En effet, nous avons quelques paramètres à modifier, à changer, tels que c'est demandé dans les questions. Alors tout d'abord, on vous demande de modifier les paramètres des lignes 6, 7, et ensuite 17 et 18. Alors, à quoi correspondent ces lignes 6 et 7 ? Ici, c'est indiqué X correspond à l'altitude, c'est-à-dire, en fin de compte, la position de l'hypocentre. L'hypocentre, c'est le point où a lieu la perturbation, où ça a craqué sous terre. Donc on nous dit dans le texte, ici au début, que l'hypocentre est estimé à une profondeur de 30 km. Et donc ça s'est propagé jusqu'à l'épicentre, position de l'épicentre, qui est donc à la surface, donc à 0 km. Donc ici,
X min, on est en kilomètres, c'est l'altitude, c'est-à-dire qu'en fin de compte, une profondeur de 30 km correspond à une altitude de moins 30 km. Et pour le X max, c'est-à-dire le point d'arrivée de l'épicentre, c'est 0, la surface. Ok. On nous demande ensuite de modifier le paramètre C. C, on nous dit que c'est la célérité en kilomètres par seconde. Célérité, alors qu'est-ce que c'est? Si on fait une étude des unités en kilomètres par seconde, ça semble correspondre à une vitesse. En effet, la célérité correspond à la vitesse de l'onde, c'est-à-dire à la distance parcourue par l'onde par unité de temps. La célérité, petit c, est donc égale à la distance divisée par delta t. Donc nous, on va voir dans notre problème la distance parcourue par notre onde sismique S. Elle est partie de l'hypocentre, elle est arrivée à l'épicentre. On nous a dit que l'hypocentre était à 30 km sous terre pour arriver à 0, donc il y a 30 km qui ont été parcourus. Ces 30 km ont été parcourus, on sait que le tremblement de terre a eu lieu à 0h58, et que 8 secondes plus tard, les ondes sismiques atteignent l'épicentre. Donc, l'onde a mis 8 secondes pour parcourir ces 30 km. 30 km divisé par 8, vous prenez vos calculatrices et ça nous fait 3,75. Donc, on va modifier ici le paramètre ligne 17, 3,75. Je vous rappelle que la virgule, en Python, c'est le point. Pour l'instant, on ne change pas le paramètre K. On va lancer notre programme. Et là, on voit en effet que le tremblement de terre, c'est une perturbation dans la croûte terrestre ici qui s'est perturbée, qui va se déplacer avec le temps pour atteindre l'épicentre ici à la surface au bout de, si vous aviez regardé, 8 secondes. Je lance le programme pour voir au bout de combien de temps le séisme arrive au niveau de l'épicentre. Donc là, c'est le temps qui s'écoule. Top, 8 secondes. Donc on a bien notre séisme qui a parcouru les 30 km de l'hypocentre à l'épicentre en 8 secondes. Donc on a dit que la célérité de l'onde, c'était la vitesse de l'onde, c'est-à-dire la distance parcourue par unité de temps. Donc ce qui correspond au niveau mathématique à ce que la célérité c soit égale à la distance petit d divisée par la durée de propagation delta t. Donc pour vérifier si ça correspond bien à une vitesse, un déplacement, j'ai fait varier le paramètre c dans le programme Python, soit 1 km par seconde, 5 km par seconde, 10 km par seconde ou 20 km par seconde. Et on voit que, en effet, l'onde se déplace plus ou moins rapidement selon la valeur de la célérité. Maintenant, pour ce qui est du paramètre K. Le paramètre K, c'est, comme indiqué dans le programme Python, le coefficient d'atténuation. En fin de compte, pour comprendre à quoi il correspond physiquement, on peut le faire varier, par exemple choisir 0,2, 0,5, 0,8 ou 1, puisqu'il est compris entre 0 et 1. Et on voit que plus le coefficient K est élevé, plus l'amplitude va diminuer. En effet, l'atténuation correspond au fait que l'amplitude de l'onde va diminuer au fur et à mesure de sa propagation. Et plus K est élevé, plus la diminution est rapide. Maintenant, répondons à la question 4 sur le fait de savoir si l'onde sismique S est une onde transversale ou longitudinale. Donc ici, la direction de la perturbation est par rapport au schéma ici la verticale. La direction, le sens de propagation, est horizontale vers la droite sur ce schéma. La direction de la perturbation est donc perpendiculaire à la direction de la propagation. On a donc, par définition, une onde transversale. Venons de voir la simulation du séisme de Sumatra. Nous allons maintenant modéliser la deuxième partie de la catastrophe, et celle qui a été la plus mortelle, le tsunami de Phuket. Donc pour ça, on va ouvrir donc le programme MU et copier à l'intérieur le fichier
le programme qui est dans le fichier TP16 Tsunami Phuket. Donc, vous ouvrez votre fichier TXT, vous sélectionnez l'ensemble des lignes, CTRL-A, vous copiez, CTRL-C, vous allez sur MU, donc là vous prenez une nouvelle page, on sélectionne tout ce qu'il y a d'écrit, on le supprime et on colle, CTRL-V, ce qu'on vient de copier. Normalement, l'ensemble de votre programme s'affiche et on va donc pouvoir lancer. C'est la simulation d'un tsunami. Il nous demande de l'enregistrer, donc on va l'appeler tsunami. On va l'enregistrer au même endroit que tout à l'heure. Pour moi, sur le bureau. Pour vous, ça peut être dans votre chapitre 6 de physique-chimie. Et il le lance. Et donc là, on vient bien notre tsunami, notre vague à la surface de l'eau de l'océan Indien, de l'épicentre jusqu'à, malheureusement, Phuket, la Thaïlande, Sumatra, l'Indonésie, ainsi de suite. Donc on nous demande, on voit dans le programme qu'on a différents paramètres de l'onde. A, ici qui est de 20, lambda, qui est sur un réglage de 66, et T, 200. A en mètres, lambda en kilomètres ou en mètres, c'est une distance, A c'est une distance, et T en secondes, c'est un temps. Donc on va faire varier ces différents paramètres, leur donner un nom, une unité, et voir quel est le lien entre ces différentes grandeurs. Le premier paramètre que l'on fait varier est le paramètre A. Donc on a fait 4 simulations avec un paramètre A de 5, 10, 20 ou 30 mètres. On voit ici dans ces simulations que ce qui varie, c'est la hauteur de la vague. En effet, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle l'amplitude de la perturbation, qui s'exprime en mètres, et qui correspond sur une représentation de la hauteur de l'élongation, la hauteur de la houle, en fonction de la distance, à la hauteur à partir de la hauteur de l'eau au repos, représentée ici par l'axe rouge, c'est-à-dire à 0 quand on est en mer calme. L'amplitude correspond donc à cette hauteur A représentée sur le schéma. Attention à ne pas confondre avec la hauteur de la vague entre le creux de la vague et le sommet de la vague. Le deuxième paramètre que l'on fait varier est le paramètre lambda, qui sur la première simulation vaut 10 mètres, 50 mètres pour la deuxième et 90 mètres pour la troisième. On voit sur ces simulations que ce qui change, c'est la hauteur entre deux sommets de vague. La distance entre deux sommets de vague. Cette grandeur lambda, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est la distance, lorsque vous regardez au large les vagues, si vous faites une photo, c'est la distance entre deux sommets de vagues. C'est une distance, elle s'exprime donc en mètres. Si je fais une représentation graphique de notre élongation, la hauteur de la houle en fonction de la distance x, ici en kilomètres, la longueur d'onde correspond à la distance entre soit deux sommets de la vague ou deux positions 0 ou deux creux de vague, donc deux points de l'onde qui sont dans le même état ondulatoire. Le troisième paramètre que l'on fait varier est le paramètre grand T. Sur la première simulation, il faut 100 secondes, 300 secondes sur la deuxième, 500 secondes sur la quatrième. On voit que ici, ce qui change, ce n'est pas l'amplitude, la hauteur, ni l'espacement entre deux sommets, la longueur d'onde, mais le temps mis par l'onde pour parcourir ici le cadre. En effet, ce qui change ici, grand T, c'est ce qu'on appelle la période, qui s'exprime en secondes. En fin de compte, si on fait des photos lors de la propagation de l'onde ou des arrêts sur image, ici sur, par exemple, la première simulation, on a fait une succession d'arrêts sur image et on regarde l'état de l'onde à l'abscisse x égale 25 km. La période va correspondre à la durée qui s'est écoulée entre deux instants où
À l'abscisse x égale 25 km, l'onde est dans le même état ondulatoire. Donc ici, la période entre cet arrêt sur image qui était à 50 secondes et cet arrêt sur image qui était à 150 secondes, la période est bien de 100 secondes, qui était le paramètre fixé au départ. Donc maintenant que nous avons fait le point sur les différents paramètres A, lambda et T qui interviennent dans l'équation d'une onde mécanique progressive, dans la propagation d'une onde mécanique progressive, on va voir par analyse dimensionnelle quel est le lien entre la longueur d'onde, lambda en mètres, la période t en secondes et la célérité c de l'onde en mètres par seconde. La relation, par analyse dimensionnelle, c en mètres par seconde correspond donc à une grandeur en mètres divisée par une grandeur en secondes, donc lambda sur t. Cette relation, bien sûr, est à connaître sous cette forme-là ou sur la forme lambda égale ct. Lambda, c'était tout ça. Enfin, dernière question, une application numérique. Sachant que la longueur d'onde des vagues du tsunami était à peu près de 40 km, quelle est la période ressentie, subie par les pêcheurs qui, en fin de compte, n'ont rien ressenti lorsqu'ils étaient en mer? La période t est égale à lambda sur c, si on inverse la relation, et donc il faut connaître la valeur de c. Pour connaître la valeur de c, qui est égale à la distance divisée par delta t, dans le document, on remarque que c'est la distance parcourue par notre tsunami est de 875 km parcourue en 105 minutes. On a donc une valeur pour la célérité de 8,3 km par minute. Donc on applique la formule vue précédemment, la période égale lambda sur c, avec lambda égale 40 km et la célérité de l'onde de 8,3 km par minute qu'on vient de calculer. On obtient une période de 4,8 minutes. C'est-à-dire que les pêcheurs ont, en fin de compte, entre le moment où ils étaient en haut d'une première vague et le moment où ils étaient en haut de la deuxième vague, il y a à peu près 5 minutes qui se sont écoulées. Donc en fin de compte, la période est très longue, la pente est très douce, donc les pêcheurs n'ont rien ressenti si ce n'est une énorme houle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il y a des menaces de tsunami ou de cyclone, l'ensemble des bateaux, des gros porteurs, sont envoyés en pleine mer au large, là où ils ressentent le moins les vagues et la houle par rapport à une proximité de côte. Voilà pour cette activité sur la catastrophe du tsunami de 2004.